Notre invitée de la semaine, Madame Kathleen Veil, ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles. Diplômée en droit civil, en histoire et en sciences politiques de l'Université McGill de Montréal, Madame Veil est une personnalité très engagée dans les affaires communautaires et politiques de sa ville natale depuis 1990. Riche d'une expérience professionnelle d'avocate et de directrice des affaires juridiques et présidente directrice générale de la Fondation du Grand Montréal, elle sera tour à tour présidente du conseil d'administration de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal, membre du conseil d'administration et du comité de direction du conseil régional de développement de l'île de Montréal et membre du conseil d'administration de la Fondation communautaire du Canada. C'est donc tout naturellement qu'elle devient ministre des communautés culturelles et de l'immigration depuis août 2010. Madame Kathleen Veil est notre invitée de la semaine. Les spectateurs d'Afrique Canada TV, bonjour et bienvenue à nouveau dans l'invité de la semaine. Et pour cette émission de l'invité de la semaine, nous recevons cette semaine Madame la ministre Kathleen Veil, ministre de l'immigration et des communautés culturelles au Québec. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Et on est heureux de vous recevoir maintenant parce que août 2010, août 2011, ça fait exactement une année que vous êtes à la tête de ce ministère-là. Alors, comment est-ce que vous vivez cela? C'est le plus grand bonheur, je peux vous dire. Moi, j'ai toujours été attirée par l'immigration, les dossiers d'immigration, depuis ma petite enfance parce que j'ai grandi à Montréal. J'ai fait mes études dans un collège français où il y avait des gens de partout dans le monde qui venaient ici à Montréal pour étudier. Et en plus, j'ai un père qui était d'origine américaine, donc qui a vécu l'expérience de l'immigration et de l'intégration. Et mes parents ont toujours été attirés par l'immigration. Alors, je suis vraiment très heureuse ici au ministère de l'immigration et des communautés culturelles. Et c'est un ministère qui a un rôle extrêmement important parce que c'est l'avenir du Québec. Ça passe par le capital humain qu'on va chercher partout dans le monde. Alors, la mission de ce ministère, elle est vraiment centrale au développement du Québec. Alors, bon, on va rester dans le cadre de la mission, évidemment. Et aujourd'hui, vous êtes une année que vous êtes là. Quel vent avez-vous apporté comme changement à ce ministère-là? Bien, je vous dirais que j'ai le grand plaisir de piloter des consultations actuellement sur le volume et la composition de l'immigration qu'on souhaite avoir pour le Québec pour les prochaines 4 années. Alors, ça permet aux organismes, aux intervenants, ce qu'on appelle les stakeholders, finalement, de venir se prononcer, la population québécoise en général, de venir en commission parlementaire pour nous parler de, bon, volume d'une part, des questions d'intégration, des questions de francisation, des questions d'intégration en emploi, des enjeux économiques. Alors, c'est vraiment fascinant comme expérience. Et je vous dirais, la beauté de tout ça, c'est qu'en faisant ces consultations, et ça fait plusieurs années qu'on le fait, ça permet aux Québécois et ça permet au gouvernement d'aller chercher l'adhésion des Québécois à notre vision sur l'immigration et l'adhésion des Québécois à l'immigration tout court. On sait que le modèle d'intégration à travers le monde a plusieurs visages. Au Japon, on parle beaucoup d'assimilationnistes, du multiculturalisme dans le reste du Canada. Et au Québec, on nous parle beaucoup d'interculturalisme. On aimerait savoir un peu quelle est la différence entre tout cela et pourquoi le choix du Québec est si particulier par rapport au reste du Canada. Je pense que ce qui est vraiment très central dans notre vision d'interculturalisme, c'est cette volonté ferme de préserver une société francophone en Amérique du Nord. Donc, c'est un impératif et donc on doit travailler très fort pour s'assurer, premièrement, de sélectionner des gens qui parlent français. C'est pas 100% qui maîtrisent le français, mais c'est vraiment la grande majorité des gens qu'on sélectionne qui sont capables de parler français. Mais on poursuit nos efforts de francisation par la suite. Et on veut aussi que les gens partagent nos valeurs et notre vision de la société. Notre vision de la citoyenneté, évidemment, dans le sens très large. Et pour s'assurer de cet engagement, cette participation des nouveaux arrivants qui viennent ici au Québec pour faire leur vie, ça nécessite un dialogue en continu. Les immigrants, oui, ils viennent avec leur expérience, leur culture, leur langue parfois,
mais en même temps, on souhaite qu'ils puissent comprendre l'histoire du Québec, comprendre nos valeurs et les partager, les assimiler rapidement. Ils viennent avec leurs enfants. Le système scolaire, évidemment, c'est le grand, je vous dirais, moteur d'intégration ici, dans la société québécoise. Donc, les enfants vont intégrer assez rapidement et ils deviennent des Québécois très rapidement dans le système scolaire. Mais on veut s'assurer que les parents et les enfants sont quand même sur la même voie. Alors, l'interculturalisme, c'est cette approche de dialogue, d'échange, avec une vision commune de la société québécoise. Récemment, on a reçu le ministre fédéral de l'immigration également, M. Jason Kenney, qui nous parlait également de cette valeur du multiculturalisme. Est-ce que vous sentez qu'il y a une dualité sur des conflits entre votre ministère ici et le ministère fédéral? Non, je ne sens pas qu'il y a de conflit. Je pense qu'il y a une évolution au Canada. C'est sûr qu'il y a une loi sur le multiculturalisme canadien, mais l'approche d'intégration et le rôle que joue le système scolaire est assez semblable. Dans toutes les provinces, c'est toujours ce désir d'intégrer les immigrants dans la société globalement. Donc, nous, on a développé ce que nous, on pense être la bonne approche et peut-être le bon terme, qui est l'interculturalisme. Et d'ailleurs, il y a une étude toute récente de l'OCDE qui plaçait le Canada troisième dans le monde, bien, surtout dans l'Occident, pour ses stratégies, son succès d'intégration. Et ils ont souligné que dans le système scolaire, ils ont justement souligné l'approche interculturaliste du Canada. Et je sais pertinemment que le Québec, les données du Québec ont beaucoup alimenté ces études. Alors, je vous dirais que nous, on va continuer d'utiliser le mot interculturalisme, mais je pense que dans les façons de faire, le soutien qu'on donne aux organismes communautaires, les programmes gouvernementaux pour réussir l'intégration se ressemblent. C'est ça que c'est constamment un défi de vouloir garder une zone géographique francophone en Amérique du Nord. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un combat qui est perpétuel? C'est pas un combat, mais c'est un focus que nous avons, c'est d'aller chercher des gens qui sont capables de parler français. Donc, dans nos approches, on cherche d'une part, oui, la diversité, on cherche des gens qui sont scolarisés, on cherche des jeunes, et on cherche des gens qui seraient capables de maîtriser la langue française. Donc, il y a plusieurs approches. D'une part, il y a des pays francophones, le défi, donc il n'y a pas de défi à ce niveau-là, ils vont s'intégrer rapidement, en autant que la scolarisation est présente aussi, que les métiers, les compétences de la personne vont s'arrimer avec le marché de l'emploi. Donc, c'est sûr que les pays de la francophonie sont toujours des pays intéressants pour le Québec. Ils seront toujours, parce que ça va nous permettre de préserver une société francophone. Mais il y a des gens qui peuvent venir de l'Afrique, mais qui sont ailleurs dans le monde aussi. Il y a aussi l'Amérique latine qui est intéressante. Il y a la France, évidemment, mais il y a la Chine qui est aussi une source importante d'immigration pour le Québec. C'est le 4e des pays sources d'immigration. Mais on s'assure de commencer le processus de francisation dès que la personne s'intéresse et a son certificat de sélection, lorsque la personne est toujours dans son pays. Et ça nous donne des bons résultats aussi. La Chine est 4e, quels sont les 3 autres? Le Maroc, c'est le premier pays. L'Algérie, c'est le 2e. La France, 3e. Il faut dire que l'année dernière, en 2010, c'est Haïti qui a été le 3e et la France 4e. Donc la Chine arrive en 4e ou 5e. OK. Et de plus en plus, les spécialistes ont jugé la mise en place des quotas d'immigration par bassin géographique. Ils ont jugé que c'était un recul par rapport à un véritable retour en arrière. Et récemment, la presse canadienne, à son ensemble, a parlé d'un volte-face au niveau de votre ministère. Est-ce que c'est... Ce que je vous dirais, c'est que la manière que l'orientation, ça c'est des orientations pour les consultations. Ce qu'on fait avec ces consultations, c'est qu'on soumet des orientations à la population québécoise sur la scolarisation, l'âge, le volume, la composition. Et il y a cette orientation qui parle de mettre un plafond de 30% par grand bassin géographique. Ça a été interprété, et je vous dis, c'est important de souligner ça, comme un désir d'arrêter ou de freiner
d'immigration provenant de l'Afrique. Et ça, ce n'est pas nos mots, ce n'est pas mes paroles, ça c'est certain, parce que la francisation, le fait français est toujours important, et l'immigration de l'Afrique est une immigration qui est extrêmement importante. Et l'immigration, c'est toujours un équilibre entre tous ces critères qu'on recherche. Mais ceci étant dit, la réaction des organismes qui viennent en consultation, et c'est très sain, je trouve, comme réaction, c'est qu'ils n'aiment pas cette notion de chiffre. C'est le 30 %. C'est un malaise, un malaise des fois plus important, mais des gens qui posent la question. Alors moi, pour faire une bonne consultation, je voulais tout de suite mettre sur la table que moi, je n'étais pas à l'aise avec ce malaise. Que si les gens interprétaient ça comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous, c'est pas notre volonté. Alors, je suis en train de vérifier une autre formulation qui parlerait plus de diversité, sans chiffres, donc sans plafond. Donc, on s'assure toujours, et je parle d'un radar, que le Québec maintienne un radar partout dans le monde pour aller chercher des gens qui viennent de partout. Je vais vous dire pourquoi. C'est que les entreprises et les employeurs, il y a des études qui le montrent, ce que les employeurs cherchent, c'est la diversité. De plus en plus. Et au Canada, on en parle beaucoup. Aux États-Unis, on en parle beaucoup. Au Québec, on en parle beaucoup. On veut des gens qui viennent d'un peu partout dans un monde globalisé. Donc, des gens qui peuvent servir de tête de pont, qui parlent plusieurs langues, évidemment, qui maîtrisent le français, mais qui parlent d'autres langues, mais aussi qui ont une approche différente. Ça crée des milieux de travail plus créatifs, plus stratégiques. Et de plus en plus, les employeurs s'affirment, ils ont des études, le Conference Board du Canada a d'ailleurs une étude très récente sur cette question de diversité. Et pour nous, le mot diversité, le concept diversité, la vision diversité est une belle vision. C'est une vision qui est porteuse, c'est une vision d'ouverture qui dit oui au pluralisme. Et c'est une marque de commerce du Québec, honnêtement, cette question de pluralisme. Et on veut préserver cette vision. Alors, je trouvais important de corriger le tir, disons. Donc, ce n'est pas un recul, c'est juste rectifier. Il y a quand même, pour être très franche, il y a quand même une volonté de ma part de ne pas avoir un chiffre. Alors ça, je pense que ça a été reçu positivement. Je vais rebondir un peu sur le sujet de l'interculturalisme parce qu'il y a certains spécialistes également, dont M. Gérard Bouchard, qui récemment a fait un commentaire disant que ça reste encore un état de projet, ça reste quelque chose qui est sur papier encore et que ça ne se traduisait pas encore concrètement par des programmes appropriés. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à cela? Bien, écoutez, vous savez, cette question, c'est vrai que c'est en évolution. Le débat sur l'interculturalisme est en évolution, mais ça fait 20 ans que le Québec travaille avec ce modèle d'interculturalisme. Et d'ailleurs, c'est l'actuelle ministre des Relations internationales, Mme Monique Gagnon-Tremblay, qui a été la première à évoquer cette approche d'interculturalisme. Et donc, il y a des plans d'action, il y a des initiatives, surtout du ministère de l'Immigration, pour continuer à faire évoluer ce concept d'interculturalisme. Et c'est évident que dans notre approche, les programmes qu'on lance, les plans d'action qu'on lance, les organismes communautaires qu'on appuie, c'est toujours dans ce sens. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Eh bien, M. Bouchard a d'ailleurs tenu un colloque sur cette question au mois de mai dernier. Et là, je pense qu'il va publier bientôt un rapport. Ça suscite beaucoup d'intérêt partout dans le monde, l'approche du Québec interculturaliste. C'est peut-être vu comme un vent de fraîcheur aussi, parce qu'on entend beaucoup des commentaires très négatifs en Europe sur le multiculturalisme. Alors, c'est peut-être intéressant d'avoir un concept qui souligne beaucoup le rapprochement, mais aussi qui met l'accent sur des valeurs communes et sur l'importance d'intégration dans la société d'accueil, parce que la société d'accueil ne veut pas perdre non plus ses repères. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un intérêt à l'international pour cette vision et que peut-être au Québec, on peut continuer à faire du chemin sur ce modèle.
Et ça reste une fierté québécoise. On va rester un peu toujours dans le même sujet pour demander aujourd'hui quels sont réellement en termes de nombre aussi et puis des secteurs d'accueil, quels sont aujourd'hui les besoins, les capacités d'accueil du Québec aujourd'hui? Les capacités d'accueil, d'ailleurs, ça fait partie des éléments de la consultation. En 2010, on a reçu près de 55 000 immigrants. Et quels sont les besoins? Mais les besoins sont grands. Je vous dirais, les besoins sont grands et les besoins futurs sont très grands. On parle de 740 000 emplois qu'il faudra combler d'ici 2014. Pourquoi? À cause des départs à la retraite. Il y a des besoins démographiques aussi, mais les besoins démographiques, c'est vraiment à long terme. C'est une société qui est vieillissante. Mais je vous dirais, c'est beaucoup les départs à la retraite qui inquiètent les employeurs, qui inquiètent le gouvernement du Québec. Donc, nous, on a à court terme des métiers et des professions qu'on cible. On a une grille de sélection qui donne des points additionnels pour les métiers et les professions des gens qu'on recherche. C'est une immigration majoritairement économique qu'on recherche. C'est des travailleurs qualifiés, scolarisés, jeunes, francophones. C'est le profil général des gens qu'on cherche. Alors, les besoins sont grands, c'est ce que je vous dirais. Maintenant, au niveau de l'intégration, il faut s'assurer de faire l'arrimage entre les besoins des entreprises et les gens qui sont sélectionnés. Alors là, les entreprises, il y a un travail à faire et c'est le travail que moi, je prends très personnellement. Je vous dirais que c'est avec beaucoup d'énergie, de détermination que je veux travailler, que je travaille depuis que je suis en poste, mais que je vais continuer à travailler, c'est d'ouvrir les entreprises à la diversité. Nous, on sélectionne des gens qui sont scolarisés. Évidemment, l'immigrant devra aussi, parfois, bon, il est très éduqué, il a une capacité de mobilité, on appelle transversale. C'est-à-dire qu'il ne va peut-être pas trouver nécessairement exactement le métier ou la profession qu'il avait dans son pays natal, mais il est scolarisé et donc il a un potentiel intéressant d'intégration. Alors, on a une série de programmes qu'on a mis sur pied pour faciliter l'intégration, parce que là, le gouvernement du Québec, depuis 2005, dans certains cas, des programmes où on subventionne les premiers 6 mois de salaire. Et on a identifié les communautés qui sont plus vulnérables, les minorités visibles, les femmes, les Maghrébins, et ça donne des bons résultats. Le taux de rétention est de 83 %. Alors, c'est des initiatives de ce genre. On a un programme de mentorat qu'on a financé ici à Montréal, mentorat qui permet vraiment à aider le nouvel arrivant à se retrouver ici et de faire un lien avec les entreprises. Et donc, c'est des initiatives de ce genre qu'on supporte. En parlant d'entreprises, quels sont réellement aujourd'hui les grands enjeux, les grands chantiers, les secteurs qui sont ciblés par l'immigration? Le génie et tous les ingénieurs, on est beaucoup à la recherche d'ingénieurs. Le domaine de la santé est aussi un domaine très, très important, je vous dirais. Toutes les professions dans le domaine de la santé, pour 2 raisons. C'est les départs à la retraite, mais aussi avec la population vieillissante, on aura des besoins. Et donc, évidemment, il y a les ordres professionnels au Québec et il faut s'assurer que les personnes puissent être intégrées dans leurs ordres professionnels. On a aussi des programmes pour permettre aux ordres professionnels d'être capables d'évaluer les compétences des personnes qui ont été formées ailleurs. Ça donne des résultats intéressants aussi, mais c'est un grand chantier de travail. Je vous dirais, le grand chantier de travail, c'est vraiment de reconnaître les compétences et l'expérience de travail acquise par les immigrants ailleurs. On vous a vu aussi sur d'autres chantiers aussi parler beaucoup de soutenir un peu les talents qui venaient un peu de l'immigration, notamment lors du programme Vivacité Montréal également. Est-ce que votre discours immigration égale talent, c'est un discours qui passe bien? Oui, et c'est un discours, plus qu'un discours, c'est une réalité. Alors, l'important, c'est de s'assurer que les employeurs et les entreprises se rendent compte que c'est une réalité et que ce n'est pas juste un discours. Et vous savez,
Ça a toujours été la réalité de l'immigration au Québec. Ça a toujours été ça. C'est des gens, et je peux parler en toute connaissance de cause, parce que mon père, qui était médecin, évidemment, puis beaucoup de gens que je connais qui sont arrivés avec des talents. Soit c'était des métiers qui étaient en besoin, mais ils sont vraiment venus pour enrichir le patrimoine de la main-d'œuvre ici au Québec. Mais comme je vous dis, c'est de s'assurer qu'actuellement, ces entreprises continuent à s'ouvrir. Les grandes entreprises ont beaucoup cette expérience, mais on a besoin d'aider les PME, les petites et moyennes entreprises, parce que souvent, ils n'ont pas une personne qui est chargée de gérer la diversité. Alors, on a des programmes aussi pour les aider. On appelle ça la gestion de la diversité. C'est devenu un outil important en Amérique du Nord, beaucoup d'entreprises qui parlent de ça. Des fois, souvent, ils ont un département de gestion de la diversité, les grandes entreprises. Et quelle est la place des artistes dans ce programme-là? Bien, les artistes, c'est un chantier intéressant. Montréal, vous le savez peut-être, c'est un grand centre culturel. Et les artistes de toute origine, d'ailleurs, on a une campagne pour revenir sur cette question de diversité. Si vous allez, et j'invite ceux qui nous regardent d'aller sur notre site web et de regarder une campagne qui s'appelle « Toutes nos origines ». C'est une campagne de promotion de la diversité pour sensibiliser toute la société québécoise aux talents, justement, les talents, le capital humain qu'on va chercher partout dans le monde. Pour les entreprises culturelles, c'est des entreprises, ils ont besoin de métiers de profession, ils ont besoin que ce soit des acteurs ou des comédiens ou d'artistes de toutes sortes aussi. Mais je vous dirais que c'est un chantier qu'il reste encore à explorer. Le gouvernement, mon ministère et le ministère de la Culture financent actuellement un programme pour donner des bourses à des artistes qui sont issus des communautés culturelles et de l'immigration pour leur permettre d'intégrer les grandes institutions artistiques. Donc, c'est parce qu'on y croit. Et je vous dirais, dans une vie antérieure, lorsque j'étais dans le monde de la philanthropie, je gérais la Fondation du Grand Montréal, j'étais déjà active dans ce domaine pour supporter l'intégration des artistes dans le milieu culturel de Montréal. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens-là, mais ces efforts de plus en plus s'avèrent insuffisants. Est-ce que vous prévoyez dans les années à venir de quantifier votre offre dans ce milieu-là? Quantifier l'offre par rapport au financement ou par rapport aux objectifs? Bien, on va continuer parce que vous savez, le gouvernement, évidemment, lance des projets, lance des programmes. On incite aussi les acteurs de la société à s'ouvrir. Mais finalement, qui emploie? Oui, nous, on emploie pour la fonction publique, mais c'est les employeurs du secteur privé, c'est les employeurs dans le secteur culturel, c'est les employeurs dans le réseau de la santé, de l'éducation, etc. Et c'est ces employeurs-là qui doivent s'ouvrir à la diversité. Et l'important pour le gouvernement, c'est de s'assurer que ces employeurs-là, se rendent compte de la richesse qui est là à leur porte. Donc, on finance, oui, dans une certaine mesure, mais l'intégration, c'est l'affaire de toute la société, la société civile aussi. C'est l'affaire de toute la société. Il y a un secteur qui tire beaucoup l'attention aussi, c'est le secteur de la télévision. Ici au Canada, on se rend compte que les grands médias ne sont pas au même niveau que le ministère également, dans le thème de diversité également. Alors, est-ce que à votre niveau, le débat est toujours engagé avec ces grands médias, ces différents secteurs-là, pour que l'immigration ne soit pas seulement dans les discours, mais qu'elle soit aussi visible à travers le petit écran? Je sais qu'il y a certains médias, Radio-Canada maintenant, qui a un programme de diversité. Donc ça, c'est important parce que c'est notre chaîne publique, financée publiquement. Donc c'est important qu'il exerce un leadership dans ce sens. Mais vous avez raison de souligner cette question. Vous avez raison et je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. Parce que les gens... Surtout pour les artistes, pour leur visibilité. Oui, et nous, d'ailleurs, on a financé un projet avec une station qui s'appelle CIBL, justement pour qu'ils intègrent des stagiaires de toutes origines au sein de leur entreprise. Mais je vous dis que le message qu'on lance, c'est que les auditeurs aussi, alors que le public
donc les consommateurs des médias sont de plus en plus diversifiés, il va falloir que les chaînes s'adaptent. Donc, les gens ont besoin de voir des visages différents, ils ont besoin d'entendre des accents différents, évidemment le français, mais des accents différents, et se voir refléter. Les institutions financières, ça fait longtemps que les institutions financières le savent, que les consommateurs et la clientèle se diversifient, et donc ils sont beaucoup là-dedans. Ils ont des départements de gestion de la diversité, justement parce que c'est dans leur intérêt de refléter cette diversité. Et voilà, c'est sur cette belle note de Madame la Ministre que s'achève cette émission. C'est vrai qu'avec vous, le temps passe très vite. Donc, en tout cas, merci. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci, ça m'a fait grand plaisir. Merci à vous également, amis publics, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec notre invité. Merci, au revoir.